attention, attention, je vous rappelle, à partir de 17h, à l'abri du soleil, à l'ombre, vous pourrez venir vous amuser au théâtre du Guignol de Taubira. Longtemps, j'ai passé mes vacances d'été à Royan. C'était dans les années 60 et j'étais encore un enfant. Je jouais sur la plage de Pontaillac ou sur celle de la Grande Conche de Royan. C'était comme ça. Je me baignais joyeusement dans les eaux mêlées de l'estuaire de la Gironde et de l'océan Atlantique. C'était ainsi. Et Guignol-Guérin existait déjà. Vous m'avez reconnu, les copains et les copines, hein? Et comment je m'appelle? Eh bien, alors on dit bonjour, Guignol. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? C'est une blague. À l'époque, j'ignorais tout de l'histoire de Royan, de ce décor balnéaire, coloré et cubique, joyeux et ensoleillé. Insouciant dans ma jeunesse, je profitais du bonheur de la vie au bord de l'eau de mer, jouant avec les crabes et mes petites copines. Le dimanche, nous remontions, ma main dans le creux de la main de ma mère, vers Notre-Dame, pour assister à la messe dans cette église qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais en matière d'église. Immense, immense, elle semblait tout en béton. Et c'est mon père qui la filmait ainsi, tout de travers, avec sa petite caméra Super 8. Déjà, cette église disait tout de ce que je viens filmer aujourd'hui. En effet, ce n'est que bien plus tard que j'apprendrai que l'église Notre-Dame de Royan, chef-d'œuvre de l'architecture religieuse du XXe siècle, fut édifiée comme un défi, dès 1953, comme le symbole d'une ville qui se relève, après les bombardements de l'achèvement d'une guerre, celle qui opposait la France à son envahisseur allemand. Avec un clocher de 56 mètres de haut, elle domine la conche de la ville. Prolongée par une nef de 35 mètres avec ses voiles de béton en V, épais de quelques centimètres, bâtie par Guillaume Gillet, elle est aussi du génie de l'architecture. Dans la nuit du 5 janvier 1945, entre 4h et 5h du matin, ce sont 1500 tonnes de bombes larguées par la Royal Air Force qui s'abattent sur Royan. Le bombardement tue près de 500 personnes et laisse plusieurs centaines de blessés. Mais la poche de Royan, dernier camp de retranchement des troupes allemandes qui tentent encore d'occuper la France, n'est toujours pas détruite. Une seconde opération est organisée les 14 et 15 avril 1945. 5000 tonnes de bombes et des centaines de litres de napalm se déversent sur la ville. Royan est libérée le 17 avril 1945, mais Royan est détruite à 85%. La ville balnéaire du 19e siècle et de la Belle Époque n'existe plus. Dès l'été 1945, le ministère de la Reconstruction nomme Claude Ferré, architecte en chef de la reconstruction de Royan. Et cela se passe de la façon aussi déroutante que nous le raconte l'historien Gilles Rago. La nomination elle-même, elle a fait l'objet d'un récit que Claude Ferré a donné lui-même à la fin de sa vie, où il raconte qu'un matin, il a été appelé au téléphone et par un haut fonctionnaire du ministère de la Reconstruction qui lui a demandé de venir le rejoindre à la gare Saint-Jean à Bordeaux. Et là, il lui a dit, voilà, Royan a été bombardé, vous avez été nommé architecte en chef et urbaniste en chef de cette reconstruction. C'est encore un jeune architecte, hein, il devait avoir une petite quarantaine d'années.
Et immédiatement, ils prennent le train et ils vont jusqu'à La Rochelle. Et à La Rochelle, attendait le ministre de la Reconstruction. Et c'est comme ça que Claude Ferré débarque à Royan. Lorsqu'on écoute Claude Ferré, dans les années 50, et à la fin de sa vie aussi, lorsqu'il donne des interviews sur son passage à Royan, il dit d'emblée, j'ai voulu faire une architecture et un urbanisme moderne. Sauf que les documents d'archives contredisent cette position. Claude Ferré arrive avec une culture qu'il a apprise aux Beaux-Arts dans les années 30, et donc à la fin de la guerre, il est logique que Claude Ferré arrive avec cette culture très académique, très classique, qui a été la sienne dans les années 20 et dans les années 30. Et donc il commence comme ça, il commence son plan de reconstruction avec cette culture classique. Les premiers plans qui datent de la fin de l'année 45, début de l'année 46, montrent une composition très triangulaire. Donc c'est une figure parfaite. C'est aussi un peu la figure de la Trinité. Et à la pointe de chacun de ces triangles, on a un bâtiment public important. Le marché couvert, l'église, la poste. Tout ça est donc conçu autour de deux axes. Le boulevard Briand d'une part, qui va vers la mer, et le front de mer, à la perpendiculaire l'un de l'autre. On est dans des compositions extrêmement beaux-arts, extrêmement académiques. Il n'y a pas d'urbanisme moderne là-dedans. La première grande opération qui est reconstruite à Royan, c'est le boulevard Aristide Briand. Donc dans un style très néoclassique, assez lourd, assez épais, avec du décor encore. Et ce boulevard est très intéressant aujourd'hui parce qu'il nous donne l'image de ce qu'aurait dû être Royan. Tout Royan aurait dû être comme ça. Et le Guignol-Guérin nous commente le boulevard Aristide Briand aujourd'hui. Les gens, ils marchent, ils ne lèvent pas la tête, ils ne s'aperçoivent même pas qu'il y a des sculptures sur les entrées. Il y a ce qu'on appelle, nous, des portes, des U, tu vois, regarde l'architecture. Tu vois, regarde ça, si c'est chouette. Un hippocampe, un calamar, et ça fait partie du patrimoine de Royan. Cependant, la reconstruction de la ville n'est pas aussi simple que cela. Comment donc a travaillé Claude Ferré ? Il y a 70-80 architectes qui majoritairement vont travailler sur la reconstruction de Royan. Claude Ferré, en fait, va venir avec une grande partie de ses élèves, ou ses anciens élèves de Bordeaux. Alors, c'est pas énormément de monde, c'est une vingtaine de personnes, toujours sous la houlette de Ferré, parce que Ferré, c'est le patron. C'est celui qui les a formés, et il a une autorité morale, une autorité intellectuelle, et certainement aussi artistique, extrêmement importante. Mais la vraie surprise architecturale de Royan arrive en cours de travaux. Un événement va modifier durablement son projet. Il y a certainement un moment décisif qui est la publication en septembre 1947 d'un numéro spécial de la revue L'Architecture d'aujourd'hui, consacré entièrement au Brésil, qui reprend dans son contenu éditorial le contenu d'une exposition qui a eu lieu à New York en 1943, où là, on a présenté dans ce nouveau musée d'art moderne la nouvelle production de l'architecture brésilienne. Ce numéro présente une architecture moderne qui a les mêmes principes que ceux de l'architecture moderne européenne des années 20, mais avec une fantaisie incroyable. Oscar Niemeyer résume très bien ce qu'ils ont fait quand il dit « Nous avons tropicalisé l'architecture moderne ». Donc ce numéro, c'est vraiment un moment décisif. Alors certes, les projets ne basculent pas du jour au lendemain. Il faut un an et demi, également d'autres publications qui vont suivre, pour que petit à petit, ces architectes se disent « mais au fond, voilà, qu'est-ce que c'est que l'architecture balnéaire ?» Et là, le Brésil leur offre, au fond, une architecture balnéaire moderne qui va permettre de renouveler complètement la façon dont était partie cette reconstruction. Donc on conçoit la ville, non seulement pour abriter une population importante, d'ailleurs... Je décide de profiter d'une visite en bus programmée par Charlotte de Charette pour aller à la découverte de l'architecture brésilienne de Royan. Mais voilà, le jour choisi, il pleut. Quel paradoxe que de découvrir l'architecture du soleil sous la pluie.
Ces villas joyeuses, sur leur pilotis, prises dans la grisaille. Les fenêtres bandeaux conçues pour faire entrer la lumière sont en berne. Les claustras imaginés pour protéger du soleil sont embués de gouttes d'eau. Les escaliers extérieurs tout d'un coup exposés aux aléas de la météo. Quelle étonnante visite. On va regrouper du coup des habitats qui à l'époque étaient souvent individuels. Et nous poursuivons la balade dans le quartier de Foncillon, un quartier riche de dizaines de villas aux couleurs brésiliennes, avec leurs pavés de verre, leurs murs bandeaux, leurs escaliers en colimaçon, au milieu d'une riche végétation. Voilà une ville joyeuse. Là, on a un ensemble qui est California Brasilia. C'est le principe des maisons jumelles. Donc ça se faisait beaucoup dans l'entre-deux-guerres et ça se poursuit dans les années 50. Et elle illustre bien ce principe des deux côtés, c'est-à-dire le côté rue qui est fermé et le côté jardin qui est largement ouvert. Sur le côté rue, on est sur quelque chose qui est vraiment l'héritage de Le Corbusier, les pilotis, boîtes blanches posées sur pilotis avec les fenêtres en longueur. Alors qu'effectivement sur l'arrière, là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus brésilien dans l'esprit, mais qui correspond aussi au côté un peu nautique de Royan, où on a, vous voyez, ce grand escalier qui descend dans le jardin, qui permet de passer d'un pont à l'autre sur un bateau. Mais Royan ne s'est pas reconstruite en un jour. Si les premiers travaux du cours Aristide Briand débutent en 1947, c'est essentiellement dans les années 50 que se reconstruit Royan. Front de mer, palais des congrès, casinos, marchés, maisons et villas. Et là, on se demande comment les habitants et propriétaires ont pu financer les travaux. En fait, c'est grâce aux fameux dommages de guerre dont nous parle Gilles Rago. Le dommage de guerre, ça veut dire que tout sinistré de la guerre va être indemnisé. Il y a une solidarité de l'État et de la société française pour tous les sinistrés. Et donc, chaque sinistré va voir son bien détruit évalué à partir de photos, d'archives ou de témoignages. À partir de là, donc, il y a des barèmes qui sont appliqués et ça détermine une certaine somme qui va lui être attribuée pour reconstruire. Et c'est ainsi que nous voyons fleurir, au détour des rues de la ville redessinée, des dizaines de villas offertes à la créativité des architectes inspirés du Brésil et à la curiosité de leurs futurs habitants. Il faut vraiment voir dans les maisons modernes, d'un côté, des clients qui sont prêts à s'ouvrir à la modernité, peut-être parce qu'ils voient dans les bâtiments publics qui commencent à monter justement cette modernité qu'ils ne connaissaient pas. Il faut voir aussi le talent des architectes peut-être à arriver à les persuader. Et puis, il faut se rendre compte qu'après-guerre, il y avait une volonté de respirer, de s'amuser, de rattraper le temps perdu. Et cette architecture qui est pleine de fantaisie, pleine de courbes, d'ombres, de lumière, de couleurs, elle correspondait à cette joie de vivre qu'ils avaient envie de retrouver. Je prends rendez-vous avec Gilles Rago et Laurette Combe pour découvrir l'étonnante villa Mirabel, tout près de Pontaillac. Bonjour, Laurette Combe. Entrez. De nouveau, il pleut. Cette villa imaginée en plein soleil va-t-elle nous faire oublier nos déboires météorologiques ? Là, on a un très bon exemple de ce qu'on constate dans cette architecture des années 50, c'est-à-dire la fusion de la salle à manger et du séjour, qui est dans les grandes villas des années 20, 30 ou même encore avant, étaient deux pièces clairement séparées, avec des fonctions bien réparties. Mais là, ça devient un grand espace. Ce qui est intéressant aussi, c'est la cloison intérieure en pavé de verre Nevada, que généralement on trouve surtout à l'extérieur, mais là on a un très bel exemple, et en plus dessiné comme ça, un peu comme un tableau abstrait. Si vous regardez cette maison, en fait, c'est une maison assez simple. C'est un parallépipède, et c'est souvent le cas dans l'architecture royanaise, mais après, les architectes s'évertuent à casser ce parallépipède de base pour apporter de la complexité et de la fantaisie. Alors ils vont la casser avec des balcons, avec des terrasses, avec des auvents
qui déborde assez largement. Là, vous en avez un magnifique qui en plus est percé. Il y a un trou dans le auvent, comme il y a un trou dans le auvent qui protège aussi la terrasse au-dessus. Et là, cette fantaisie aussi d'avoir, par exemple, ce mur qui n'est pas jointif avec celui qui fait l'angle, mais il déborde légèrement. Aucune raison fonctionnelle, mais c'est simplement pour le jeu des formes. Et en plus, l'architecte a fait un petit trou dedans. Enfin, c'est plus qu'un petit trou, c'est bien dessiné. Donc toujours jouer sur l'épaisseur, sur la transparence, sur la légèreté, etc. Et on est toujours surpris un petit peu à chaque fois qu'on revient. Je me lasse pas, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'elle est, elle est drôle cette maison, elle est drôle, je trouve qu'elle est gaie. C'est tout à fait ça, mais je trouve qu'on a vraiment le sentiment que ces gens ont eu envie de s'amuser en faisant ça. Absolument. Et votre maison a fait aussi penser à la maison qu'il y a dans le film de Jacques Tati. Cette maison assez fantaisiste qui incarne la modernité. Donc il y a des sortes de tics de langage qui sont très, très marquants. Il me faut maintenant regarder de près les bâtiments publics, extrêmement originaux par leur forme et qui servent de locomotive pour inspirer l'architecture de la ville. Et ainsi, je profite des images filmées par mon père pour m'approcher cas à cas du marché couvert construit en 1955. Une véritable curiosité vers laquelle me conduit le fameux Guignol Guérin, habitant intemporel et rigolo du Royan reconstruit. Tiens, je vais t'emmener vers là-bas. Regardez si c'est beau ça. Voilà, quand on vient à Royan, c'est ça qu'il faut manger. Ah, voilà. Ça, tu peux les manger au barbecue. Mais tu as la plus petite, celle qu'on mange crue. Regarde-moi ça. Regarde. Oh, regarde. Ça va ma beauté. Oui, bon, ça va. Alors. Alors ça. Si tu regardes bien, c'est une coquille. Ça fait une coquille Saint-Jacques. Il y en a qui disent un parachute. Mais moi, ça me fait plus penser à un crustacé qu'à un parachute. C'est une forme unique, sans poteau intermédiaire. Donc c'est un voile de béton qui ondule et qui forme un coquillage, qui a été moulé. C'est d'abord un très beau travail de charpenterie, de menuisier. Il a fallu faire les coffrages en bois, ensuite mouler ce béton, et puis décoffrer, et la forme tient d'elle-même, parce que c'est un voile de béton qui est plié, ce sont les plis qui lui donnent sa rigidité. C'est ça qui fait que c'est un bâtiment remarquable. C'est l'utilisation du béton en voile mince comme ça. À cette époque-là, c'est unique, et c'est un marché qui a été publié et qui probablement a été observé. C'est-à-dire qu'on a trouvé un projet, je ne crois pas qu'il ait été réalisé, d'église à New York qui reprenait exactement la même forme. Royan est vraiment un laboratoire d'expérimentation. L'église Notre-Dame, le marché couvert, les châteaux d'eau, l'auditorium et d'autres bâtiments encore montrent un degré de savoir-faire et d'invention où Royan est à la pointe. L'été du tournage, je découvre le roman d'Éric Fotorino, Le dos crôlé, un roman dont l'action se déroule à Royan à la fin des années 60. Sur la plage du front de mer, une femme marche avec en elle une petite musique intérieure où elle raconte. Lisa a crié qu'on serait mieux à la plage avec cette chaleur. Lisa, elle ne sait pas nager. Je lui ai dit qu'on irait à la piscine de Foncillon. Là-bas, ça déborde de maîtres nageurs. Si tu veux, je vais t'apprendre à nager. À Foncillon, ils mettent de l'eau de mer. Ça porte mieux. La piscine de Foncillon, construite en 1964 par Marc Hébrard, un architecte prolixe, auteur d'une trentaine de villas, est un lieu emblématique de Royan.
chargé de souvenirs et d'imaginaire. Tout le monde y a piqué une tête au moins une fois ces 50 dernières années. Mais voilà, dégradée par le temps, il faut la rénover. Et je trouve là un excellent exemple d'une restauration à l'œuvre sur une réalisation de la reconstruction. Au printemps 2017, le promoteur Norbert Fradin entame la rénovation de la piscine, tombée en désuétude avec des fuites de 70 mètres cubes d'eau par jour et le sublime restaurant Le Nautile dégradé de toutes parts. C'est ce qui reste, c'est ce qu'était la piscine de Foncillon à sa grande époque, un petit peu dégradée quand même par les ans. On voit bien que ce lieu a souffert d'une manière importante. L'idée, c'était d'essayer de garder à cet endroit mythique de Royan où tous les jeunes royannais sont venus, les moins jeunes aussi d'ailleurs, puisque ça a été en même temps une piscine publique, en même temps une boîte de nuit, en même temps un lieu, restaurant, bar, etc. Et l'idée c'était de lui donner une seconde vie, une troisième vie, en lui restituant en tout cas une partie de son architecture qui est assez intéressante. C'est une architecture très simple, mais qui, dans le détail, est souvent fouillée par quelques petites choses qui viennent comme ça se rajouter, qui font un peu le décor, mais d'une manière finalement très neutre, quoi, très épurée. On n'est pas dans la recherche du sensationnel. On a des lignes qui sont extrêmement élancées, beaucoup de lignes horizontales, coupées par moments par des lignes verticales. On voit bien au niveau des cabanas, on a ces poteaux qui sont arrondis et qui donnent cette forme un peu douce, voilà, qui permettait aux gens de venir se mettre à l'abri. Cette partie par en biais que j'appelle un aileron de requin qui montait au-dessus de la poutre et que l'on va reprendre et refaire de manière à redonner à ce bâtiment, cette partie de bâtiment, son esthétique originelle. C'est une forme de plancher ourdi, c'est une structure effectivement de briques sur laquelle est coulé du béton. C'est l'endroit où on va refaire le restaurant à l'horizon fin 2018, début 2019. Et ça, c'est ce qui a été longtemps. Il y avait encore, il y a peu de temps, le bar là, qui était totalement détruit, mais avec des miroirs. On a encore quelques vestiges de cette ancienne vie de ce lieu, avec ces moquettes jaunes. J'ai souhaité essayer de restaurer, comme je fais dans d'autres endroits, le bâti existant, qui était très dégradé, hein, il faut bien le dire, qui avait été pillé, brûlé, etc. Donc c'est une espèce de respect du patrimoine, et le patrimoine du XXe siècle, comme on disait tout à l'heure, est un patrimoine tout aussi respectable que le patrimoine médiéval ou classique. Le Palais des Congrès, œuvre de Pierre Ferré, qui domine la conche de Foncillon, est l'un des fleurons de l'architecture des années 50. Lui aussi va bénéficier d'une rénovation menée par Claude Ferré, le fils du bâtisseur, et Venezia, sa petite fille. Mais pourquoi donc ? Aujourd'hui, le Palais des Congrès a été complètement défiguré, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un grand mur rideau qui cache toute la façade, qui est donc venu côté mer. Ce mur rideau, il empêche la perception
de la salle principale, il empêche en fait toute la perception de la façade qui a d'ailleurs été plus ou moins démontée derrière. Donc rien que par rapport à ça, ça vaut le coup de le rénover. Il faut le remettre aux normes, etc. et qu'il continue à être adapté à la modernité et à la vie contemporaine. Et ça, c'est vachement important parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de faire vivre et de faire perdurer le patrimoine? C'est que les bâtiments soient toujours au top de leur modernité et de leur fonctionnalité. Mon père l'a conçu, il était architecte en chef de la reconstruction de Royan, donc à ce titre chargé du plan général de la ville. Il a signé le Palais des Congrès de Royan avec Courtois, Bruno et Marmouget. C'était la première fois qu'un palais des congrès existait en France. Et il y a eu de longs débats, d'après ce que mon père m'a raconté et d'après ce que j'ai lu dans les archives, sur justement la nécessité du palais des congrès, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Et dans la réhabilitation, en fin de compte, actuelle, c'est exactement la même chose, y compris dans les éventuelles incertitudes. Bon, beaucoup d'historiens y voient le Corbusier, le Bauhaus, Niemeyer, etc. Bon, je pense que c'est une forme balnéaire de l'architecture contemporaine et festive. Mon père aimait bien le football, il disait c'est l'architecture à la brésilienne, mais lui parlait au sens du football champagne par rapport au Bauhaus qui serait le football allemand, beaucoup plus... vous voyez ce que je veux dire, beaucoup moins champagne, quoi, voilà, beaucoup plus panzer, quoi. Dans les années 50, le mouvement moderne, c'était vraiment un mode de pensée. C'est un basculement total dans l'histoire de l'architecture. Il avait un rapport très fort au site. On voit Royan, par exemple, le plan d'urbanisme est intimement lié à la topographie et à la géographie du site. C'est une caisse ouverte sur la mer et suspendue par des poutres en console il n'y a aucun point d'appui intermédiaire dans la salle. Donc on peut recloisonner comme on veut. Par exemple, la façade que vous voyez ici, bon, on voit le plan, on voit bien la paroi à gauche avec les panneaux percés. C'est la grande salle des congrès, donc qui fait 450 places. D'entrée, on l'aperçoit. La courbe, c'est la grande conche. Vous savez, la plage de Royan, c'est la grande conche. Et la conche, c'est un coquillage. Hein. Finalement, là, vous avez pratiquement la forme de la plage de Royan. Ce bâtiment a été assez fortement dénaturé pendant la suite de ces années, de 57 aux années 90 environ. Et donc, il s'agit maintenant de le réhabiliter dans les deux sens du terme, donc au sens figuré, au sens propre, c'est-à-dire de le remettre en état. On réhabilite un bâtiment parce qu'il a une valeur architecturale historique. En l'occurrence, là, il n'y a pas très longtemps, ce bâtiment a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Il faut ne pas le reconvertir au sens commun du terme, puisqu'en fait, on ne change pas l'utilisation. C'est-à-dire c'est toujours un palais des congrès. Je pense que des œuvres majeures comme le Palais des Congrès, ce sont des œuvres qui doivent être rénovées en respectant l'œuvre de l'architecte qui l'a créée et qui a fait que c'est une œuvre majeure de l'architecture. Parce que ce sont des témoins. Ce sont des témoins d'une époque et si ces témoins disparaissent, c'est, on va dire, la mémoire réelle de tout ce mouvement qui disparaîtra. Si Royan a été un laboratoire de l'architecture dans les années 50, il me semble qu'à la reconstruction extrêmement créative d'alors a succédé une phase de désamour dont nous pouvons voir les traces. Par exemple, dans l'ajout de cette verrue en forme de pneu sur les lignes claires et pures du bureau de la Poste. On va casser ça qui n'existait pas, sauf bien sûr le poteau. Et là, on va refaire un jardin comme ça a été fait à l'époque, à la construction. Le long du boulevard Garnier, la délicate villa Eliante, terminée en 1956 par Yves Salier, s'est transformée au fil du temps en une romerie, devenant un haut lieu des nuits royanaises et hélas se détériorant d'autant. Madame Leclerc a entrepris de la rénover. La villa est classée au monument historique. Donc là, effectivement, il y a beaucoup à faire. On va enlever tout ça, ça va déjà être... je veux dire, quand tout sera parti, on va retrouver
une grande surface. L'intérêt aussi de ces architectes, c'est qu'ils ne cherchent pas à cacher le pilier non plus, Voilà. à le mettre dans un placard. Ils s'en servent parce que du coup, là, vous avez un passage ici, vous avez un passage plus vaste. J'aime beaucoup l'architecture et à partir du moment où il y a quelque chose qui est tout à fait différent, qui fait ressortir justement quelque chose d'exceptionnel, voilà, j'avais pas du tout envie que cette maison elle aille à volo, et quand on me l'a présentée, j'ai dit faut que je me lance. Ce qui est très très agréable ici, et enfin je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans dans mon cas, c'est la vue de la plage de la Grande Conche, le port et tout le petit recoin de Royan. En me baladant dans les rues de la perle de l'Atlantique, je revis les rêves colorés de ma ville balnéaire de jeunesse, au soleil et en couleurs. Je repense aux architectures tellement inspirées d'Oscar Niemeyer, sans que Le Corbusier soit bien éloigné de tout cela. Je me remémore la découverte subtile de cet environnement qui me rappelle les bandes dessinées belges et hollandaises, avec leurs lignes claires et joyeuses, peuplées du Spirou de Franquin, du Tintin d'Hergé ou des constructions savantes de Jos Swart. Tout cet univers qui va nourrir le futur imaginaire de nombreux auteurs de cinéma et de bandes dessinées. Pour moi, il y a ce bâtiment magnifique qui est le temple protestant, qui ressemble à un décor de film, enfin dans le sens où on a l'impression que ça a été construit pour les décors d'un spectacle. C'est assez curieux. Ainsi, l'écrivain François Rivière, brillant auteur de scénarios de bande dessinée, hôte furtif de Royan, nous raconte sa ville. Moi, j'ai une vision de la chose qui rattache un peu cette ville à un décor qui est plus tout à fait le décor d'un film de science-fiction, mais plutôt d'un film fantastique un peu inquiétant, quoi. Ce qui, moi, me rassure d'une certaine manière, c'est l'étrangeté de la ville telle qu'elle a été refaite dans les années 50. Donc c'est un peu paradoxal, mais j'aime bien justement ce décor. Ouais. J'ai connu Royan enfant, puisque mes parents avaient une maison tout près, une villa à Saint-Palais-sur-Mer, qui est une petite station qui, elle, n'a pas été bombardée comme Royan. C'est une architecture plutôt plaisante, qui est accordée complètement à une vie sur un littoral. Mais pour moi, c'était un peu naturel de voir qu'une ville de bord de mer était au fond adaptée à une ambiance de vacances, une ambiance un peu estivale, un peu joyeuse, parce qu'au fond, c'est une architecture qui n'engendre pas du tout la mélancolie. Quand j'ai vu le film de Jacques Tati, Mon oncle, j'ai senti qu'on était vraiment complètement raccord avec cette espèce de modernité un peu amusante, par moments un peu exagérée, parce que les gens n'étaient pas forcément, la population locale n'était pas forcément accordée justement au décor. Ça allait plus avec les estivants, avec les gens qui venaient ici en vacances, et avec des gens jeunes de ma génération, quoi. J'ai un peu l'impression que le Royan est devenu, l'architecture de la reconstruction a un côté un peu musée, un peu muséifié, avec une population qui, évidemment, population de retraités pour la plupart, qui, même s'il y a des gens actifs dans cette ville, population un peu figée comme ça, et que justement la modernité des années 50-60 perd son sens, puisque ça n'est plus une modernité, c'est déjà le passé, en fait. Donc il y a quelque chose d'un peu étrange, au fond.
Lorsque je descends dans le quartier Foncillon, la petite rue du docteur Audouin, pour rendre visite à Jean Bohin, je n'ai pas l'impression d'être dans un musée. Pourtant, sa rue est un peu le conservatoire de l'architecture des années 50 de l'habitat populaire, mais derrière chaque porte, je sens la vie. Alors ça, c'est un poisson qui s'appelle tombe. Pas très connu, mais excellent. Du thym. Ah, du laurier, il faut que j'aille en chercher dans le jardin. J'ai des petits lauriers qui poussent là. Hop. On va prendre quelques feuilles. Et voilà le style années 50. Alors malheureusement, au départ, il y avait des volets. Et quand on l'a acheté, il y avait déjà ces stores, ce qui normalement ne se fait plus. Vous voyez, les stores mangent une partie du dessin de la fenêtre. Oui. Et les architectes dessinaient leurs fenêtres, qui donnent une harmonie à la façade. Et quand vous coupez le haut de la fenêtre par des stores, ça casse un peu cette harmonie. Voilà, vernis, mais autrement, il a toujours été comme ça. C'est l'escalier d'origine. Voilà, donc je vous disais l'escalier d'origine et la répartition des pièces ici d'origine aussi. Évidemment, on a tout fait repeint, tout arrangé. Là, vous voyez, il y a 4 chambres à l'étage. Bon, il y a des toilettes, salle d'eau, etc. Et les chambres ici. Et ces fenêtres à petits carreaux, elles sont authentiques, elles sont sur le plan d'origine. Là, vous avez 2 maisons faites par Marc Quentin, là, celle-là à l'angle, et celle où il y a cet appareillage en pierre, là, avec du jaune. Soit vous avez les toits plats, les toits terrasses, soit vous avez ces toits double pente classiques avec des tuiles, et tuiles rouges. Et malheureusement, les gens qui rénovent ne respectent pas les règles et mettent des tuiles qui ne sont pas rouges. Ils vous mettent des tuiles plus ou moins béjasses. Enfin bon, mais normalement, les règles, c'est qu'on doit conserver cet aspect justement de tuiles rouges pour qu'il y ait un contraste avec les façades blanches, etc. Et ça, c'est le reste un peu du néo-charentais. Toute modification, mais la moindre modification de façade, ne peut être faite qu'avec l'assentiment de l'architecte des bâtiments de France, qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, j'ai donné plusieurs dossiers là, à la mairie où j'ai vu que les gens changent des portes, changent des fenêtres, changent des balcons sans aucune autorisation, dans la plus stricte illégalité. Malgré la nostalgie et la joie qui m'habitent toujours pour cette ville, je doute parfois de la pertinence totale des rénovations exigeantes ou des restaurations pointues. Ne faudrait-il pas un peu de souplesse pour s'adapter aux temps nouveaux ? Peut-être que les Royanais des années 50 se posaient déjà ces questions. Conversation entre amis chez les Révola et les Hébrard. Les Royanais, à votre avis, ont été enchantés qu'on leur propose ce type de maison? Pas du tout. Alors, comment ça pas du tout. Les Royanais, à la reconstruction, quand ils ont vu ce qui se passait, ont poussé des hauts cris. Ils voulaient qu'on leur reconstruise Royan 1900, telles que sont les villas qui restent encore, par exemple, sur le boulevard Garnier, le long de la Grande Conche. Ça n'a pas du tout été apprécié à l'époque par les Royanais. Je pense qu'il y a eu, comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des dommages de guerre et qui se sont dit, on fait table rase finalement de ce qui s'est passé avant et on avance, on va vers une période nouvelle et donc on y va à fond. Et puis il y a des gens comme mes copains qui avaient une maison, qui ont toujours une maison sur laquelle une bombe est tombée en plein milieu.
Et lui, le grand-père étant un conservateur né, a demandé que sa maison lui soit reconstruite à l'identique, en fait. Donc, je pense que c'est comme aujourd'hui. Il y a deux types de personnes. Ceux qui voulaient vraiment, qui avaient subi la guerre comme quelque chose d'épouvantable et qui voulaient vraiment faire table rase, et puis des autres qui voulaient retrouver leur confort et puis leur aisance et se retrouver dans quelque chose qu'ils connaissaient, donc dans une architecture qu'ils connaissaient tout simplement. Mais je pense que c'était grosso modo le même système qu'aujourd'hui. Il y avait des permis de construire, et puis les permis de construire étaient validés ou pas. Et ça n'a pas été imposé. Les gens ont fait valoir leurs souhaits auprès de l'architecte. C'est ensuite l'architecte qui a dessiné, qui a fait le côté de l'art. Mais au départ, il y avait sûrement un souhait des propriétaires. Parce qu'effectivement, il y a eu quelques villas reconstruites plus ou moins à l'identique, mais tout au moins dans l'aspect des villas précédentes. Il y a toujours une bagarre des anciens et des modernes. Ça ne devait pas être évident pour eux, qui avaient connu Royan avant. Ça ne devait pas être évident de tomber dans une architecture extrêmement contemporaine, avec un côté presque froid pour eux par rapport à ce qu'ils avaient connu. Tout à fait, c'est vrai. Il y a eu récemment quelques constructions de villas contemporaines d'aujourd'hui qui ont été décriées aussi de la même façon. On a évolué et les habitants s'étaient un peu habitués aux constructions pseudo-brésiliennes, etc. Et puis il y a encore autre chose qui arrive, et on a eu des cris d'orfraie, parce que certaines villas vraiment très contemporaines n'étaient plus dans les clous. J'ai envie maintenant d'aller à la découverte de trésors cachés ou détruits de l'histoire royanaise. Je me rends bien compte, au fur et à mesure du tournage, que si l'amour de l'architecture des années 50 a repris le dessus, valant à Royan le classement au titre de ville d'art et d'histoire, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a une face cachée, sombre, de la cité balnéaire. La destruction au milieu des années 80 de nombreux bâtiments, tels que le portique du front de mer, ou la modification douteuse de nombreuses villas, la dénaturation sévère, quasi irréversible du Palais des Congrès, et enfin la démolition totale, l'élimination définitive du casino, œuvre majeure de Claude Ferré. Mon père m'a raconté que la seule fois qu'il a vu son papa pleurer, donc Claude Ferré, c'était le jour de la destruction du casino. Aujourd'hui, c'est sûr qu'un bâtiment comme le Casino de Royan, qui était certainement une des plus grandes œuvres des années 50 à l'échelle internationale, ne pourrait pas être détruite, ou en tout cas, ce serait très difficile. Il y a cette forme qui était complètement liée, on va dire, à sa position sur la conche et donc à la terminaison qui formait par rapport au front de mer. Il y a ces formes courbes, il y a cette rotonde aussi. Il y avait des œuvres d'art sur les murs, etc. Tout le monde pouvait rentrer en fait, donc on n'était pas obligé de payer l'entrée au casino pour pouvoir se promener. Et depuis cet endroit, on avait une vision extraordinaire de la mer, on avait des perspectives qui s'ouvraient comme on est dans une conche, donc à la fois vers le front de mer, mais aussi vers l'océan au loin, etc. Donc je crois que ça, c'était assez magique. Le bâtiment était en assez mauvais état, mais de l'avis même d'un adjoint à l'urbanisme que j'ai pu rencontrer il y a une vingtaine d'années et qui était là au moment de la destruction de ce casino, on pouvait le restaurer sans aucune difficulté. Je pense qu'il y a eu des erreurs politiques, des erreurs de décideurs. En l'occurrence, sur le casino, une spéculation immobilière qui a mené à sa destruction et qui a fait un tel tollé que du coup, le projet immobilier ne s'est jamais fait derrière. Avant qu'on décrète que Royan est une ville patrimoniale qui doit être protégée, c'est très récent. C'est il y a moins d'une dizaine d'années en fait.
Donc la prise de conscience que la ville de Royan et on va dire l'architecture du mouvement moderne et des années 50 est une architecture patrimoniale qui doit être protégée, ça prend du temps. Après, il faut qu'il y ait le travail des historiens de l'art, des historiens de l'architecture, des architectes, de la DRAC, pour qu'on prenne conscience que le mouvement moderne est un mouvement qui a révolutionné l'architecture, qui, s'il n'y avait pas eu le mouvement moderne, il n'y aurait pas l'architecture contemporaine actuelle, et que donc, à ce titre, les œuvres de cette époque doivent être protégées. Pirouette de l'histoire, 50 ans plus tôt, le peintre Pablo Picasso, réfugié à Royan, au premier jour de la guerre, avait peint le Café des Bains dans une vision prémonitoire et futuriste de l'avenir de la ville détruite, puis reconstruite et détruite encore. Toutefois, l'histoire, c'est du long cours. C'est ainsi que le Royan de la fin du XIXe siècle a été conçu par des Bordelais, et la mère de François Mauriac évoquait les sables de Royan qui nous piquent les mollets et les crottins hippomobiles qui embaument nos voyages sur la route qui nous mène à Royan. Et puis, en 1954, Claude Ferré pose comme une borne au sortir du pont de pierre bordelais sa caserne des pompiers de la Bonauche comme un signe annonciateur du Royan qui nous attend 100 km plus haut, sur la côte atlantique au bord de l'estuaire. Tout cela explique aussi la passion d'une ville par certains de ses visiteurs ou de ses habitants. Donc Royan, c'est l'invention d'une ville, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une époque moderne et on invente une ville moderne. Je suis né charentais, maritime. Je suis venu à Royan, au lycée de Royan. Ma famille a toujours séjourné à Royan ou à Saint-Georges-de-Lidonne. Et qu'aujourd'hui, c'est mon cocon. Je crois que j'ai passé une partie de ma vie à être, non pas le défenseur, parce que Royan n'a pas besoin d'être forcément défendu, mais à essayer de faire toucher du doigt aux gens, justement, la qualité architecturale de Royan. Il y a tout un tas de pépites, de maisons qui ont été construites. Il y en a une que j'adore, qui est dans le parc, qui est la maison Boomerang, qui est un très bel exemple de cette architecture du XXe siècle. Elle est montée sur pilotis. Tous les garde-corps sont faits avec des tubes de métal les plus fins possibles. Les liaisons entre l'intérieur et l'extérieur qui se manifestent notamment par un haut vent au-dessus de la porte d'entrée qui vient chercher très loin le visiteur et qui entre à l'intérieur du bâtiment. Il y a aussi une sorte de claustra qu'on retrouvait d'ailleurs dans le casino de Royan, claustra peint en jaune, en bleu et en noir, qui est sur le palier à l'extérieur, enfin sur la terrasse. La couleur aussi, il y a une polychromie assez importante, amène une fantaisie qu'on retrouve très très rarement. C'est pas un terrain plat, c'est un terrain qui est légèrement en pente. Et Pierre Marmouget va se servir des pilotis pour rétablir l'horizontale de la maison et l'adapter à son terrain. C'est-à-dire que l'entrée de la maison dans la partie haute du terrain, là les pilotis sont de faible taille, et puis ils progressent, ils sont de plus en plus grands quand on s'éloigne, parce que là le terrain se creuse, et donc ça permet de dégager un espace sous les pilotis. Marmouget d'ailleurs place une cheminée absolument incroyable, on dirait que c'est sorti d'un album de Spirou, et il creuse lui-même d'ailleurs le terrain aussi en rajoutant une piscine qui est au pied de la maison. On pourrait plonger depuis la terrasse pratiquement dans cette piscine. Moi je pense que la Villa Boomerang c'est une des 2-3 maisons les plus exceptionnelles de Royan. Découvrir sous les frondaisons du quartier du Parc ce qui fait le sublime des constructions balnéo-brésiliennes de Royan, c'est comme une ultime surprise.
Les soirées du 15 août, j'attendrai les pieds bien campés dans le sable de la Grande Conche, le feu d'artifice qui embrase le ciel du Brasilia charentais, fasciné par le clocher de Notre-Dame se découpant en ombre chinoise, tandis que les petites flamèches viennent se découper sur les balcons des villas, les étoiles se démultiplier dans les fenêtres en pavés de verre et les fusées se perdent sous les pilotis. J'entends aussi le guignol guérin héler les spectateurs dans ce décor tellement décalé du sien et les auto-tamponneuses qui klaxonnent sur la terrasse de la Grande Conche. Et puis nous irons manger des glaces chez Judici sur le front de mer comme la petite Lisa d'Éric Fotorino échappée d'un dos crôlé de la piscine de Foncillon.